En 1947, l'Organisation des Nations Unies a voté la résolution 181 qui portait sur le partage du territoire alors contrôlé par l'Angleterre dans la région de la Palestine. La proposition était de diviser la région en un État juif et un État arabe, chacun avec ses particularités ethniques et religieuses. Dès que cette proposition a été annoncée, et avec l'annonce que l'Angleterre allait bientôt retirer ses troupes de la région, une série d'agressions entre les deux peuples a eu lieu, qui a commencé par l'attaque de la part des Arabes contre un bus transportant des passagers juifs de Netanya à Jérusalem le 30 novembre. Ces actes de violence étaient également commis par les Juifs. Dans certains cas, de petits groupes paramilitaires attaquaient dans des villages arabes pour libérer des routes d'accès entre des localités à majorité juive, comme dans le cas de Deir Yassin en avril 1948. Contrairement à ce que l'on pense, les Juifs n'ont pas été installés en Palestine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait déjà des pratiquants du judaïsme dans la région depuis des millénaires, et de nombreux groupes se réunissaient en milices pour assurer la survie de leurs membres. Les Juifs qui vivaient en Palestine avant l'indépendance, en 1948, étaient appelés Yishuv, et l'un des groupes paramilitaires du Yishuv s'appelait Haganah. Déjà en 1945, certains Yishuv avaient déjà compris l'importance d'avoir une production locale de munitions et d'armements pour aider à la défense régionale, dans la possibilité qu'un conflit de grande intensité éclate et qu'ils se retrouvent isolés. Même ainsi, des endroits comme l'Institut Ayalon ont été créés. L'Institut était une installation souterraine secrète, située sous un kibbutz, qui produisait des munitions de petit calibre, des armes pour l'infanterie et des munitions de mortier en quantité suffisante pour un petit effort de guerre. Avec la fin imminente de la présence britannique dans la région, les Yishuv ont proclamé leur indépendance, créant ainsi l'État d'Israël le 14 mai 1948. Les voisins arabes, en l'apprenant, ont lancé une invasion terrestre en seulement quelques heures. Une force composée des armées d'Égypte, d'Irak, de Transjordanie et de Syrie a attaqué des villages juifs dans l'État qui, avec seulement quelques heures d'existence, se trouvaient déjà plongés dans une guerre à grande échelle. La Haganah allait bientôt changer de nom et d'organisation, passant de son statut de groupe paramilitaire à celui de force armée officielle israélienne, étant désormais appelée Force de défense d'Israël. Mais au final, quelle était la situation des Israéliens dans ce conflit ? Les armées arabes avaient l'avantage de l'initiative. Elles ont attaqué en premier et avaient pour objectif d'empêcher l'installation de l'État juif dans la région. La plupart des pays disposaient d'une artillerie relativement moderne, avec peu d'avions disponibles, la plupart datant de la Seconde Guerre mondiale, et avec le nombre initial d'envahisseurs tournant autour de 13 000, un chiffre qui atteindrait 60 000 soldats plus tard dans le conflit. Et cette union de pays arabes disposait de quelque chose que les Israéliens ne possédaient pas encore, des blindés de combat. Mais les dirigeants d'Israël savaient très bien que pour combattre l'acier, il fallait plus d'acier. Et ainsi commence l'histoire du lien intrinsèque entre l'armée israélienne et ses blindés. Lorsque le conflit a commencé, Israël disposait de nombreux camions blindés de façon improvisée, adaptés pour l'installation d'armements et avec des châssis et des tailles différents. De plus, de nombreux Half-Track M13 et M5 étaient également disponibles, équipés de mitrailleuses, de canons et de mortiers. Mais ces véhicules, bien qu'ils soient incapables de repousser des tirs d'armes légères, ne faisaient pas le poids face à de véritables blindés. Les forces arabes ne possédaient pas un arsenal ultramoderne. Les autres forces attaquantes disposaient également de blindés datant d'avant-guerre et de quelques autres du début du conflit. Même dépassés, ces véhicules restaient des outils de combat capables, face à des cibles incapables de riposter, de causer de gros dégâts. Ainsi, les Israéliens commencèrent à chercher désespérément de nouveaux moyens de rééquiper leurs forces blindées. Et c'est grâce à leur ruse et à leur capacité d'adaptation qu'ils allaient atteindre leurs objectifs. Ces caractéristiques se retrouvent encore aujourd'hui dans la composition de leur armée.
Le premier char de combat moderne à rejoindre les rangs d'Israël serait un M4 Sherman, trouvé abandonné en Palestine par les Anglais. Comme les efforts pour le retrait étaient immenses, les Britanniques n'ont pas réussi à emporter le char, qui était déjà abandonné depuis 1943 car il avait besoin de réparation. Avant de partir, ils ont tenté de rendre le char inutilisable pour éviter son usage futur, puis l'ont abandonné. Mais même après 5 ans d'abandon, pourrissant dans un hangar, malgré les efforts faits pour le mettre à la casse, Israël lui a consacré un effort maximal et cela a fonctionné. Après un long travail de restauration, le Sherman a été équipé d'un canon de 75 mm, court, standard des premiers Sherman, et il a reçu le nom de Meir. Mais ce ne serait pas le seul M4 à participer au combat. Les autres que Israël utiliserait dans le conflit provenaient d'Italie, où un groupe du renseignement israélien a trouvé 32 Sherman armés du Howitzer de 105 mm disponibles sous la salle à la vente. Le problème, c'est que ces véhicules avaient été démilitarisés et que les canons avaient été rendus inutilisables pour empêcher tout tir. Les Sherman italiens sont arrivés en Israël en 3 vagues, la dernière arrivant en janvier 1949 à Haïfa. Comme dans la plupart des cas, les obusiers de 105 mm n'ont pas pu être restaurés, les ingénieurs israéliens ont dû chercher d'autres alternatives. La première option est venue de l'achat de 50 canons automoteurs Krupp de 75 mm en provenance de Suisse en septembre 1948. Mais les modifications nécessaires pour utiliser ces armes sur le Sherman étaient importantes et prenaient un temps prohibitif, si bien qu'à peine une poignée de véhicules avec ces spécifications furent prêts avant la fin du conflit. Mais Israël avait réussi à acheter un certain nombre de canons, M3 de 75 mm en Italie, et les a rapidement installés sur certains des autres châssis, réussissant à employer environ 14 Sherman pendant la guerre de 1941 avec seulement un perdu au combat, surnommé par les soldats Tamar. En plus des M4 Sherman, les forces israéliennes furent renforcées par au moins 2 blindés britanniques Cromwell après que des militaires juifs britanniques aient déserté et emporté les véhicules avec eux. Le bataillon blindé israélien a également été renforcé par les Français, qui, avec d'autres armements, ont vendu un grand nombre de blindés H-39 Hotchkiss à Israël, dans une relation amicale avec le pays qui allait durer près de 2 décennies. Et c'est en utilisant cette force diversifiée de blindés venus de tous horizons qu'Israël a dû se débrouiller face à un ennemi plus nombreux qui attaquait de toutes les directions. Ce qui s'est passé, cependant, a défié la confiance des officiers arabes pendant des décennies. Les Israéliens ont lentement repris leur territoire, et jusqu'au début de 1949, plusieurs armistices ont été négociés séparément avec chacun des pays envahisseurs. Avec un nombre élevé de pertes des 2 côtés, le conflit a vu Israël émerger comme un pays plus fort que prévu, et qui dès le début avait compris que son existence dépendrait directement de la puissance de feu qu'il pourrait employer contre ses éventuels agresseurs. Israël aurait sa paix, mais pas pour longtemps. En 1956, la crise de Suez a eu lieu. Le président égyptien de l'époque, Gamal Abdel Nasser, a nationalisé l'entreprise qui contrôlait le trafic sur le canal de Suez, l'une des routes commerciales les plus importantes du monde, encore aujourd'hui. Mais l'Angleterre et la France, pays qui étaient propriétaires de l'entreprise qui gérait le canal, ont jugé une telle mesure inacceptable, puisqu'elle serait également gravement touchée financièrement et stratégiquement dans le contexte mondial. Comme la France, à ce moment-là, était un grand allié d'Israël et que ce dernier pays serait également affecté par le contrôle égyptien du canal, il a alors été décidé de prendre des mesures militaires contre l'Égypte. Les forces israéliennes ont envahi Gaza et le Sinaï le 29 octobre 1956, avec l'infiltration de troupes parachutistes dans des endroits stratégiques, soutenus et suivis par l'avancée des forces blindées à travers le désert.
L'armée israélienne disposait désormais d'un nombre beaucoup plus important de chars, plus modernes, et d'une influence accrue des importations d'armements français au cours des dernières années. Mais les Sherman étaient encore bien présents dans la composition des troupes. Israël utilisait encore 300 exemplaires du Sherman, de toutes les variantes de châssis, mais avec des armements plus puissants que ceux utilisés auparavant. Des canons longs de 76 mm et des canons français FL 11 de 75 mm offraient dans une plus grande précision, une portée accrue et un meilleur pouvoir de pénétration que les canons courts long tube de 75 mm du début de la Seconde Guerre mondiale, qui équipaient presque tous les M4 israéliens. Un autre char de combat remarquable dans les forces blindées d'Israël dans les années 50 était la MX-13 de France. Ces blindés légers étaient en plus rapides et utilisés pour déborder les ennemis lors des combats à haute mobilité dans le désert, tout en étant équipés d'un armement puissant à rechargement rapide. Ils ont infligé de lourdes pertes aux ennemis. En défendant la région du Sinaï et le canal de Suez, l'armée égyptienne utilisait une gamme de blindés d'origine soviétique datant de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les plus courants figurèrent les chars moyens. T-34 85 emblématiques de l'armée rouge, qui étaient équipés de canons plus avancés que les versions de base du blindé. Et les monstrueux chars lourds Iosif Staline, 3 qui n'apparurent qu'à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui présentaient un design différent de tout ce qui avait été vu jusque-là. Pendant les combats, même si les Israéliens bénéficiaient d'un avantage tactique, les blindés égyptiens se sont révélés des adversaires redoutables pour l'acier israélien. Le T-34-85 combinait une agilité et une puissance de feu redoutables, même une décennie après sa conception. Quant au Iosif Staline, 3 également relativement dépassé, il se montrait résistant face aux canons français les plus avancés. Son blindage de plus de 150 mm à certains endroits était difficile à percer, ce que les équipages israéliens ont rapidement constaté. Mais un point dans le conflit qui ne peut être nié était l'avantage de la domination de l'espace aérien. Avec le soutien de chasseurs à réaction également d'origine française, comme les Dassault Ouragan, Israël pouvait attaquer les colonnes blindées ennemies avant même qu'elles ne soient engagées par des forces terrestres. La France et l'Angleterre sont allées jusqu'à proposer un armistice entre l'Égypte et Israël, ce qui n'a abouti à rien. Ainsi, une attaque avec des forces aéroportées sur des points stratégiques du canal de Suez a été menée par des troupes britanniques et françaises qui ont pris le contrôle des lieux. En voyant qu'elles étaient sur le point de perdre leur position, les troupes égyptiennes ont coulé un grand nombre de navires dans le canal, rendant la navigation impossible pendant près d'1 an. Il est vrai que l'action des Britanniques sans des Français a aidé Israël dans son objectif. De nombreux historiens affirment qu'il y avait une collusion entre ces 3 pays pour diminuer le pouvoir du président Abdel Nasser. Le conflit prendrait fin après une immense pression diplomatique et économique des États-Unis et de l'Union soviétique, qui ont remis au Caire le contrôle du canal. Israël ne s'est retiré du Sinaï qu'en mars 1957, sabotant lors de son départ les infrastructures égyptiennes de communication et de transport, parvenant à identifier ses points faibles et ses points forts à la fin du conflit. Les Israéliens avaient réussi à organiser un grand volume de matériel militaire sur une vaste région, en coordonnant les efforts des moyens aériens, terrestres et navals. Mais, sur le plan logistique, ils avaient en constaté une faible performance. En effet, en général, le secteur de l'approvisionnement israélien devait seulement approvisionner le territoire national, qui avait une superficie relativement petite. Avec l'avancée en territoire égyptien, les approvisionnements devaient parcourir une distance bien plus grande que d'habitude. Cela a parfois compliqué l'envoi de munitions et de ravitaillement aux troupes au front. Même si la pression économique américaine a été la principale responsable du cessez-le-feu et du retrait des troupes étrangères d'Égypte, après la fin des combats, il y a eu un grand rapprochement du monde arabe avec l'Union soviétique. Et cela s'est reflété dans le réarmement ultérieur de nombreux pays utilisant du matériel militaire soviétique d'exportation, principalement sous la forme des redoutables blindés T-54.
Les T-54 étaient un des chars moyens reconnus pour leur fiabilité, leur puissance de feu et leur blindage. En plus d'être produits en bien plus grand nombre que leurs chars rivaux européens et nord-américains. Israël a observé cette augmentation de la capacité offensive de ses voisins et adversaires, et a également commencé à rechercher des alternatives pour sa défense. Les alternatives sont venues sous deux formes, blindées et provenant de différents endroits. Au début des années 60, Israël avait acheté 50 chars Centurion à l'Angleterre, appelés en Israël Shot ou Fouette en français. Ce blindé avait une particularité car il fut l'un des véhicules qui a inauguré le concept de Main Battle Tank ou Main Battle Tank, le char de bataille principal. Dans ce concept, une force, au lieu d'être constituée de véhicules de différentes classes, choisit d'avoir dans ses rangs une constitution homogène de véhicules capables d'accomplir différentes missions, ce qui permet d'économiser sur les coûts de maintenance et de logistique et d'offrir une plus grande flexibilité à ces forces blindées. L'achat d'un bon nombre de Centurions auprès des Britanniques s'est fait dans le cadre d'un accord entre les deux pays. L'Angleterre avait besoin d'aide pour financer le projet de son nouveau char de combat principal, le Chieftain. Israël, de la même manière, souhaitait lancer la construction d'un nouveau blindé répondant à ses besoins et la possibilité de participer au projet Chieftain était prometteuse. Ainsi, avec la promesse d'acheter les anciens Centurions, les Israéliens ont obtenu le feu vert pour participer au développement. Un autre achat important pour les forces blindées d'Israël fut celui des M48 Patton, d'origine américaine. En 1964, des officiers israéliens furent envoyés en secret en Allemagne de l'Ouest pour s'entraîner à l'utilisation de ces véhicules qui devaient bientôt être envoyés en Israël. En effet, Tel Aviv avait acheté 150 de ces chars aux Allemands. Sous la pression des pays arabes, l'Allemagne n'a livré que 40 blindés, les États-Unis fournissant plus tard le nombre manquant. Avec 100 chars supplémentaires, cela faisait un total de 250 M48 mis à la disposition d'Israël jusqu'en 1967. Cependant, afin de standardiser et d'adapter ces véhicules aux besoins du pays, les M48 israéliens seraient très modifiés en installant le canon de 105 mm L7 à la place des canons américains d'origine de 90 mm, cette amélioration étant la même que celle utilisée par le Centurion. La tourelle des M48 a également été modifiée avec l'ajout de la tourelle Urdan. Et de nouveaux moteurs et transmissions ont également été installés, offrant une plus grande agilité et une meilleure vision du champ de bataille à leurs équipages. Tous les blindés de la famille Patton en service dans l'armée israélienne étaient appelés Magach. Israël possédait encore dans ses rangs une gamme de variantes du Sherman, comme les M50 Super Sherman, le M50 et un E-Sherman, avec des canons américains de 105 mm et d'autres modifications du châssis, y compris des adaptations pour le tir de roquettes, l'emploi en artillerie, l'utilisation pour les évacuations médicales et les opérations de génie de combat. L'absence de nouveaux véhicules français dans les forces israéliennes s'explique par l'éloignement diplomatique entre les deux pays après les combats pour le canal de Suez. La France, dans les années suivantes, a adopté de plus en plus une position de neutralité face aux conflits de la région. Le coup fatal porté à la relation entre les deux pays, cependant, viendrait en 1967, lorsque 3 jours avant le début des hostilités à venir, la France imposa un embargo militaire dans la région, affectant grandement la capacité opérationnelle future d'Israël. Cette année-là, grâce à des activités de renseignement, Israël découvrit que ses voisins arabes prévoyaient une attaque conjointe contre son territoire. Le pays subissait déjà des agressions de la part de la Syrie depuis plus d'1 an, par le biais de tirs d'artillerie syriens situés sur les hauteurs du Golan, le point le plus élevé de la région, ce qui offrait donc une plus grande portée effective pour des attaques à longue distance. Après un intense débat interne sur la conduite à adopter, c'est avec la nomination d'une personnalité éminente à la tête du ministère de la Défense israélien qu'une décision inattendue fut prise. Le général Moshe Dayan, ancien militaire et homme politique, dirigeait désormais les forces israéliennes et lança une attaque préventive. Au moment où les forces syriennes, égyptiennes,
jordaniennes, irakiennes et saoudiennes se rassemblaient pour lancer l'offensive. Le plan a commencé le 5 juin 1967 par une grande offensive aérienne contre les bases égyptiennes, utilisant des chasseurs supersoniques qui ont bombardé l'armée de l'air égyptienne alors qu'elle était encore au sol, avec plus de 300 avions détruits en moins de 2 heures. Ce coup porté à la plus grande force aérienne ennemie a allégé la pression lors des combats à venir contre Israël, car ainsi, ils auraient eu l'avantage tactique du contrôle de l'espace aérien. Dans les heures et les jours suivants, les forces aériennes des autres pays arabes ont également été touchées et ont subi d'immenses pertes. Pendant ce temps, au sol, le combat serait plus difficile. En plus des T-55 soviétiques, Israël devrait affronter les blindés Centurion des troupes disciplinées de la Hezbollah de la Jordanie, entraînées par des officiers européens, ainsi qu'un grand nombre de Panzer IV de l'armée syrienne. Ces blindés anciens, vestiges du Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale, furent utilisés pour la plupart comme bunkers improvisés, partiellement enterrés dans le sol. Et, dans certains cas plus rares, ils furent encore employés normalement. Au total, les Arabes disposaient de plus de 2000 blindés de tout type, pour la plupart situés dans le Sinaï. À 8 heures du matin, les colonnes de blindés israéliennes se mirent en marche. 3 pointes de lance avanceraient attendant le territoire ennemi, avec la pointe nord attaquant les lignes de défense à Khan Younis et Rafah, atteignant El Arish à quelques kilomètres à l'ouest. Quelles que soient les conditions rencontrées, qu'il y ait ou non des communications, les Israéliens avaient l'ordre de tirer et d'avancer sans aucune trêve. En entrant dans Khan Younis, le premier groupe de chars à avancer, composé de blindés Magatch, fut accueilli par un énorme volume de tirs d'armes de petit calibre et de roquettes qui ricochaient sur la structure du blindé, alors qu'il avançait lentement à travers le centre du village. Le char du lieutenant Avigdor Kahalani a commencé à tirer avec son canon principal sur les maisons du village, lorsqu'il remarquait qu'elles étaient utilisées comme abris par les troupes ennemies. Après 2 heures, les Israéliens avaient déjà réussi à capturer la ville. La prochaine cible était Rafah, et les blindés israéliens se sont dirigés vers elle sans hésiter. À un certain moment, le jeune lieutenant Avigdor se souvint d'avoir vu quelque chose d'étrange à l'horizon, comme une ligne sombre, qui devint vite évidente quant à sa nature. Une ligne défensive égyptienne, avec des blindés en position protégée, leurs châssis dissimulés par le terrain. Malgré cela, les Israéliens obstinés continuèrent d'avancer par moments, ne s'arrêtant que pour tirer un coup plus précis. Ils échangeaient des tirs avec les défenseurs égyptiens, qui se sont battus avec acharnement et détermination jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'issue. Au crépuscule, Rafah avait également été capturée par Israël, la progression se poursuivant à travers les fortifications égyptiennes jusqu'à la prise d'El Arish. Pour tenter de prendre les Israéliens à revers, les Égyptiens ont déplacé des troupes qui se trouvaient au sud d'El Arish dans une tentative d'attaque surprise contre les Israéliens épuisés. Mais la deuxième pointe de lance israélienne les a interceptés en chemin, ayant traversé directement le désert sur un terrain de haute dune avec peu de points orfans de repère et un sol instable. Ainsi, cette deuxième force de chars est entrée en collision avec la 4e division blindée égyptienne, avec ses chars T-55 modernes assoiffés de vengeance. 200 blindés soviétiques contre 100 centurions britanniques, un affrontement qui ferait paraître beaucoup de batailles de chars de la Seconde Guerre mondiale comme de simples escarmouches en comparaison. La situation tactique a avantagé Israël dans ce combat. Les canons des centurions pouvaient tirer à de plus grandes distances avec précision, et les équipages israéliens s'entraînaient intensivement précisément pour ce type d'engagement. Le facteur surprise a également contribué au résultat final, avec environ 80 trabablindés égyptiens détruits, les autres ayant battu en retraite. La pointe de lance, plus au sud, serait l'un des axes d'avancée principaux avec l'une des tâches les plus difficiles, l'attaque contre Abu Aguila. L'endroit était une concentration bien connue de troupes égyptiennes, située sur un terrain favorable aux défenseurs, et tout assaillant qui voudrait mener une attaque directe devrait gravir les dunes abruptes et les collines couvertes de sable. Le commandement de l'opération fut confié à une autre figure majeure de l'histoire militaire d'Israël, le général Ariel Sharon.
Pour son attaque, il comptait sur des troupes de parachutistes, de l'artillerie, 14 000 hommes et 150 blindés, parmi lesquels les AMX-13 Centurion et Shermans de tout type. Les Égyptiens, quant à eux, disposaient en pentosé de positions dans des tranchées, d'environ 70 pièces d'artillerie, avec une portée considérablement supérieure à celle des Israéliens, 8000 soldats, une connaissance du terrain et 66 chars T-34 dispersés dans le secteur défensif pour augmenter la couverture et le soutien au cas où l'ennemi attaquerait. Le plan de Sharon prévoyait initialement une attaque frontale, mais celle-ci fut rapidement repoussée par les forces égyptiennes en position dissimulée, ainsi que par un champ de mines et le terrain difficile. Après ce premier contact, l'idée était d'encercler les troupes égyptiennes à Abu Aguila, en envoyant de l'infanterie mécanisée attaquer différents secteurs de l'ennemi en même temps. Un fait marquant fut une force composée de chars Centurion, contournant la position ennemie et attaquant par l'arrière après avoir traversé plusieurs postes d'observation sur le chemin, agissant pendant la nuit, profitant des bruits de tir de l'artillerie ennemie pour s'approcher de leur cible sans être détectés. Le bilan de la bataille fut de 19 blindés israéliens détruits et 32 hommes tués, alors que les Égyptiens ont perdu 40 blindés et un nombre inconnu de soldats, avec des estimations allant jusqu'à 2000 morts au combat. L'avancée des forces blindées israéliennes dans le Sinaï a suivi ce schéma d'offensive jusqu'à la fin de la guerre des 6 jours. Lorsque, le 10 juin, ils ont conquis la bande de Gaza, la péninsule du Sinaï, la Cisjordanie et les hauteurs du Golan. La défaite monumentale des pays arabes s'est manifestée non seulement par la quantité de territoires de perdus, mais aussi par la rapidité avec laquelle ils ont été vaincus, et par les pertes qu'ils ont subies. Israël, avec une force plus modeste en termes quantitatifs, avait prévalu. Mais même si la guerre des 6 jours a été une victoire claire pour les Israéliens, les études menées après les combats indiquaient encore de nombreuses lacunes à corriger et de nouveaux défis à relever avec les nouveaux embargos. L'Angleterre a annulé le projet de coopération avec Israël pour le développement du Chieftain 1 an après la fin de la guerre, sous la pression des pays arabes. La dépendance à la technologie et au matériel militaire étranger était un problème pour le pays qui, en cas de conflit, se retrouvait souvent isolé du soutien extérieur, que ce soit par des sanctions diplomatiques et commerciales ou par la pression militaire ennemie. Les États-Unis maintenaient également un embargo commercial sur les équipements militaires dans la région jusqu'à la fin de 1967. Les Britanniques avaient mis 1 an à annuler le projet conjoint avec Israël afin d'obtenir les informations sur les modifications nécessaires du blindé pour le rendre plus efficace dans la guerre moderne. Les Israéliens, constatant cela, ont refusé de transmettre les connaissances récemment acquises lors de la guerre des 6 jours, car ils craignaient déjà qu'après avoir perfectionné le projet du blindé britannique, ils seraient écartés à la première occasion. On dit que le ministère britannique de la Défense a discuté avec des représentants américains pour qu'ils ne vendent pas de blindés à Israël, les forçant ainsi à coopérer sur le projet, un plan qui a complètement échoué. Israël était désormais en position dangereuse. Avec une force de chars dépassée, il observait à nouveau ses voisins arabes acheter des armements soviétiques de pointe, comme l'emblématique T-62 qui entrait en service dans les armées égyptiennes et syriennes. Les ingénieurs israéliens, ayant presque une génération de retard en matière de technologie blindée, allaient maintenant devoir créer une alternative au problème, entièrement développée localement ou prêter attention à d'autres opportunités. Les alternatives présentées à l'armée israélienne en août 1970 étaient en les suivantes: acheter de grandes quantités de M48 Patton, rénover leurs moteurs et armements pour atteindre un standard plus élevé, rénover d'autres M48 avec de nouveaux moteurs, nouvelles tourelles, un canon expérimental de 110 mm et un système avancé de combat en environnement contaminé nucléaire, biologique et chimique, acheter de grandes quantités de blindés M60 américains, se rendre aux Britanniques et finir par acheter les Chieftain ou, enfin, produire un nouveau modèle propre, avec des achats initiaux du projet tournant autour de 300 chars. Et c'est justement cette dernière alternative qui a été choisie.
et un seul homme pouvait diriger le projet. Le major général Israel Talik Tal, militaire de longue date, il a rejoint les forces britanniques dès 1942. Et il a servi avec la brigade juive en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, affrontant l'armée allemande. Il a fait partie de l'infanterie pendant la majeure partie de sa carrière, mais il avait participé à divers programmes d'acquisition de matériel étranger au cours des décennies précédentes, où son talent d'évaluateur exceptionnel de technologie et de machines a été remarqué, lui conférant un pouvoir croissant dans le secteur. Plus tard, nommé commandant en second des forces blindées d'Israël, Tal a insisté pour l'achat des Centurions alors qu'ils étaient encore neufs. Et il a également aidé au programme de modernisation des M48 qu'Israël avait acquis. Mais la caractéristique la plus importante de Tal était sa compréhension de la situation stratégique d'Israël. Comme il était au militaire dans la région avant même la fondation du pays, il a observé l'isolement constant qu'Israël subissait en temps de guerre. Le manque d'aide matérielle de la part de ses soi-disant alliés a failli mener la nation à une destruction totale à certains moments. Et de cette manière, le projet du char israélien a été lancé avec 100 millions de dollars investis par le ministère de la Défense. Avec 3 objectifs principaux: fournir aux forces de défense d'Israël un blindé de pointe, garantir qu'un embargo étranger sur les produits militaires n'interfère plus avec la capacité opérationnelle de la force, et que le nouveau char soit construit spécifiquement selon les exigences des forces de défense, sans prendre en compte la capacité d'exportation pour le nouveau véhicule. Les ingénieurs les plus compétents d'Israël ont été appelés à participer au projet, baptisé Toshnit HaMerkava, ou Programme Char. Cependant, dans un pays dont le complexe militaro-industriel se limitait à la production d'armes et de munitions de petit calibre, le saut technologique nécessaire pour produire un blindé de dernière génération prendrait des années. Et, avant cela, Israël allait faire face à un autre défi qui allait clairement montrer pourquoi le projet Merkava était si important. En octobre 1973, la guerre du Yom Kippour a eu lieu. Des échecs successifs du renseignement israélien et un manque de coordination entre les postes de commandement, ainsi que de mauvaises prises de décision dans le pays, ont conduit Israël à ne pas se préparer à une nouvelle offensive massive des pays arabes, lancée précisément pendant la fête de Yom Kippour, l'une des plus importantes du calendrier juif. Divers points du territoire israélien ont été attaqués simultanément par des troupes syriennes et égyptiennes, avec d'autres pays arabes et même des volontaires nord-coréens combattant contre Israël. Les principaux foyers de l'offensive blindée se sont concentrés en 2 points. Sur les hauteurs du Golan, où seulement 180 blindés israéliens ont dû affronter 1400 chars syriens, et dans la péninsule du Sinaï, où près de 850 blindés égyptiens ont participé dans un premier temps. Les forces arabes utilisaient les T-55 et les modernes T-62 qui ont affronté la force israélienne de Centurion, certes ancienne mais résiliente, des chars de la famille Patton comme le M48, le M60 et les Sherman, avec leurs nombreuses variantes. Comme on le sait, Israël a réussi à vaincre l'invasion arabe. Mais ce dont on parle peu, ce sont ses pertes et surtout d'où elles venaient. Israël a affronté plus de 6000 blindés ennemis pendant le conflit et, sur les 2688 pertes israéliennes, environ 1500 provenaient de ces bataillons blindés. Qu'est-ce qui aurait causé ce massacre ? Les blindés utilisés par Israël étaient déjà technologiquement dépassés, avec les Centurions et les chars Patton montrant de grandes faiblesses face aux nouveaux chars soviétiques. Les pays arabes ont également tiré des leçons du conflit précédent et ont équipé beaucoup de leurs troupes avec des armes anti-chars. Des missiles guidés avec des ogives spéciales pour détruire le blindage des chars, jusqu'aux célèbres lance-grenades propulsées par roquettes ou lance-grenades propulsées par roquettes qui utilisaient des charges creuses extrêmement efficaces contre les blindés dépassés. Un autre facteur était aussi les caractéristiques propres des forces blindées israéliennes, qui allaient se révéler être une arme à double tranchant. Les écoles de formation des équipages blindés israéliens étaient considérées comme les meilleures du monde. La précision et le combat à distance étaient une spécialité nationale pour l'utilisation des chars.
Les nouvelles tactiques utilisées par les Arabes pendant la guerre du Yom Kippour ont cependant forcé un combat beaucoup plus rapproché que celui auquel les Israéliens étaient habitués, ce qui a entraîné de nombreuses pertes. En plus du fait que maintenant les T-62 pouvaient également tirer à de plus grandes distances. Les facteurs décisifs pour le retournement du conflit dans le secteur blindé ont été l'entraînement exceptionnel des équipages israéliens, leur détermination à défendre leur territoire et la sagacité de leurs commandants qui ont brillamment exploité les erreurs de leurs ennemis. Mais même si, numériquement, les pertes israéliennes ont été inférieures à celles de leurs adversaires pendant la guerre, une blessure énorme est apparue dans leur capacité de défense. Israël dispose d'un nombre extrêmement limité de combattants à sa disposition. Même avec un grand nombre de réservistes disponibles, les retirer de leurs fonctions dans la société et les mettre entièrement à la disposition des forces armées engendre un coût élevé pour l'État israélien et pour la chaîne de production du pays. De plus, cela ne peut pas être fait instantanément. Ainsi, chaque soldat, chaque équipage et chaque véhicule est d'une valeur extrême pour la survie même de la nation. La perte de précieuses ressources humaines au combat prend beaucoup de temps à être remplacée, formée et mise à l'épreuve. Et cette idée de préserver la vie au maximum allait devenir la marque de fabrique de leurs nouveaux blindés. Même avec la paix conclue au début des années 70, Israël était encore en danger. Les chars arabes perdus furent rapidement remplacés par l'Union soviétique, mais Israël, même avec le soutien matériel des Américains, se retrouvait avec ses forces blindées en lambeaux. La solution a été de maximiser la protection des équipages des anciens chars avec des mesures improvisées, comme augmenter le nombre de mitrailleuses sur les chars pour combattre l'infanterie et ajouter des blindages réactifs sur des chars comme le Centurion et le Patton qui explosaient au contact des munitions lance-grenades propulsées par roquettes afin de rediriger l'impact. Il convient toutefois de rappeler que ces modifications augmentaient le poids et réduisaient donc la mobilité et l'autonomie des blindés. Mais pour protéger les équipages ainsi à court terme, c'était un risque qui, inévitablement, devait être pris. Ces changements de vision ont été intégrés au projet Merkava, dont la livraison était prévue pour 1979. Israël Tal était persistant à souligner que l'objectif du projet devait être la défense de l'équipage. De cette manière, en deuxième position venait la puissance de feu et, en troisième position, la mobilité du blindé. En utilisant l'étude minutieuse des pertes pendant la guerre du Yom Kippour, depuis les rapports balistiques sur les châssis détruits jusqu'aux témoignages des militaires en première ligne, les ingénieurs ont réussi à affiner les caractéristiques du projet. L'idée est alors apparue de faire en sorte que toutes les parties du char servent de blindage pour l'équipage, selon un concept de blindage espacé. Ces pièces, le carburant et les réservoirs seraient positionnés de manière à toujours offrir un certain degré de protection à la partie la plus vulnérable du char, son équipage. Les Israéliens ont également inspecté plusieurs chars modernes de leur époque, comme les AMX-30, Léopard 1, Chieftain et le XMUM américain, et une rumeur dit même que Tal a brièvement eu accès à un tout nouveau char soviétique, T-72, alors qu'il se trouvait en Europe de l'Est. Les projets étrangers ont impressionné Tal. Mais il savait que la situation d'Israël était très différente de celle pour laquelle les autres puissances se préparaient. Alors que le pacte de Varsovie et l'OTAN prévoyaient un cran de se détruire sur les plaines calmes de l'Allemagne, le Merkava aurait un autre objectif. Le terrain en Israël était difficile et irrégulier et son char devait rester stable dans ces conditions. Le désert prédomine autour du pays. Alors, le nouveau blindé devait avoir des performances impeccables sur terrain sablonneux. Ainsi, l'industrie israélienne a commencé à produire des pièces pour le nouveau char de combat principal, dont les dimensions seraient énormes, même selon les normes actuelles. La vitesse serait un facteur de moindre préoccupation, puisque le territoire israélien est relativement petit. Le compartiment de l'équipage et la tourelle seraient différents des autres chars de combat principaux, se trouvant à l'arrière du châssis. À l'avant, le moteur serait installé justement pour offrir encore plus de protection à l'équipage. Un autre facteur important du projet Merkava était sa facilité d'entretien.
Il avait été constaté que pendant la guerre du Yom Kippour, de nombreux blindés subissaient de petites avaries et devaient attendre jusqu'à 24 heures sur le champ de bataille avant qu'un composant comme leur moteur ne soit remplacé. Le Merkava pouvait désormais avoir son moteur entièrement remplacé en conditions de combat en moins d'une heure. En matière de blindage, le char impressionnait également. Son châssis possédait un blindage frontal fortement incliné, favorisant la probabilité de ricochet des projectiles ennemis. L'arrière du char comporte une grande trappe pour la sortie du blindé qui pouvait être utilisée en cas d'urgence par l'équipage. La trappe indiquait également une autre qualité du Merkava. Le véhicule pouvait transporter un petit contingent de troupes d'infanterie de manière protégée ou même offrir une protection aux soldats blessés au combat jusqu'à ce qu'une évacuation médicale soit disponible. Le retrait des éléments inflammables de l'espace de l'équipage et le stockage des munitions sous l'anneau de la tourelle contribuaient également à la survie du char. L'armement initial choisi était le canon M68 de 105 mm, dont la létalité avait été prouvée au fil des années d'utilisation contre les chars soviétiques, qui étaient presque diamétralement opposés à ce que le Merkava représentait. Alors que les chars soviétiques présentaient une silhouette réduite et bien plus basse, misant sur une plus grande agilité pour leurs incursions en grand nombre, le Merkava était un géant blindé, avec une silhouette frontale rappelant les chars de la série S de la Suède, qui en position de tir semblait sans être une cible plus petite qu'il ne l'était réellement. Au fil des années, les détails du développement du Merkava ont été dissimulés, ses concepteurs espérant qu'aucun conflit n'éclaterait avant qu'ils n'aient terminé leur nouveau véhicule. Mais le 11 mars 1978, un groupe radical palestinien est parti du sud du Liban en direction de la côte israélienne, détournant 2 bus remplis de touristes, ce qui a entraîné la mort de 38 otages et blessé 70 autres, dans l'un des pires attentats commis sur le sol israélien jusqu'alors. Bientôt, la réaction israélienne allait confronter les terroristes à un ennemi qu'ils ne connaissaient pas. Pour le 31e anniversaire de la fondation d'Israël, en mai 1979, le nouveau char Merkava a été présenté à une foule dans un stade lors des célébrations de l'indépendance. Ses 65 tonnes, 2,66 m de hauteur, 3,72 m de largeur et 9 mètres de longueur, imposaient le respect à tous ceux qui l'entouraient. Des observateurs militaires du monde entier ont regardé, stupéfaits, la nouvelle création d'Israël, différent à tous égards de tout ce à quoi ils étaient habitués. Le géant blindé effrayé par sa taille et son design. Mais impressionnant encore fut le fait qu'un groupe de 10 soldats entièrement équipés sortit de sa trappe arrière après un moment, montrant que le monstre d'acier avait la capacité de transporter des troupes. Aujourd'hui, on sait déjà qu'il n'est pas courant que le Merkava transporte autant de troupes à l'intérieur, car il devrait sacrifier de l'espace pour les munitions et d'autres éléments à l'intérieur. Même ainsi, l'impact psychologique sur les étrangers fut sensible. L'espace intérieur du Merkava était grand, car il devait transporter plus de munitions. Étant donné que l'analyse des combats précédents montrait qu'il était courant qu'un char se retrouve à court de munitions pendant le combat, et que le processus pour obtenir plus de ravitaillement était très complexe et long. Cet espace intérieur supplémentaire pour les munitions, situé à l'avant, protégé du char, pouvait être utilisé lors de missions de courte distance et d'infiltration pour accueillir l'infanterie, augmentant ainsi la capacité de soutien du véhicule. La disposition des munitions se faisait généralement ainsi. 6 obus sous la tourelle, prêts à être insérés dans le canon, 12 dans 2 conteneurs circulaires dans la partie basse du châssis, sous la tourelle, et 44 obus stockés par groupe de 4 à l'arrière du char, pour un total de 62 obus transportés au maximum. Le moteur de la version initiale du Merkava était le Continental Air-Cooled V-Engine Diesel Supercharged 1790 AV12 avec 900 chevaux. Qui, bien qu'il ne fournisse pas aux blindés de grande vitesse, était suffisamment puissant pour lui permettre de franchir des obstacles comme des tranchées et des dunes à forte inclinaison.
Pour que le blindé nécessite moins d'entretien sur le terrain, les industries Urdan ont développé des roulements et des roues prompteurs spéciaux pour le Merkava, ayant le double de la durée de vie d'une pièce conventionnelle utilisée sur les blindés. L'équipage du Merkava était composé de 4 hommes. Le conducteur s'asseyait à gauche du moteur, à l'avant du blindé. Le commandant se trouvait du côté droit de la tourelle, derrière le tireur, et le chargeur se trouvait du côté gauche de la tourelle. Les membres d'équipage avaient une bonne visibilité extérieure grâce à des périscopes et divers systèmes optiques, dont beaucoup avec vision nocturne. Maintenant que le Merkava avait été révélé, il fut initialement positionné à la frontière avec la Syrie pour faire face à d'éventuelles agressions de ses anciens ennemis. Mais le baptême opérationnel du blindé allait avoir lieu ailleurs, au Liban. Lorsque le 6 juin 1982, Israël annonça l'opération Paix en Galilée. L'objectif d'Israël, en envahissant le Liban, était de vaincre les forces de l'armée de libération de la Palestine qui s'y cachaient et qui planifiaient et coordonnaient les attaques sur le sol israélien cachés en territoire étranger. L'invasion a provoqué un conflit avec la Syrie qui avait un contingent militaire au Liban. En plus, bon nombre de ses radars anti-aériens et de ses capteurs couvraient par l'espace aérien du pays. Les performances du Merkava durant le conflit ont été exceptionnelles, dépassant les prévisions des stratèges israéliens. Le nouveau char a été la pointe de lance des colonnes blindées d'Israël, avec les anciens M60 et Centurion modernisés venant juste derrière. Le Merkava a fait preuve d'une grande résilience face aux armes anti-chars portatives comme le lance-grenade propulsé par Rocket 7 et les missiles guidés Milan, et il a également réussi à repousser facilement les dangereux T-72 Sirius. Lors de la bataille de la vallée de la Bekaa, des Merkava ont affronté des T-72 Sirius détruisant 8 blindés Sirius, sans perte documentée du côté israélien. Les avantages des systèmes électroniques de tir et de contrôle, ajoutés au sentiment de protection des équipages, ont augmenté de façon significative l'efficacité des Merkava israéliens, comparés à leurs adversaires qui pouvaient se concentrer sur la détection et l'anéantissement de leurs cibles, avec moins de préoccupations concernant les projectiles ennemis qui leur étaient destinés. Au cours de l'année 1982, Israël n'a perdu au Liban que 7 Merkava, dont 6 à cause de mines terrestres et un qui a subi une énorme quantité de tirs de lance-grenades propulsés par roquettes, un I-77 au Setil. Beaucoup d'autres ont été endommagés, mais rapidement réparés, avec un taux de survie dans le blindé supérieur à celui des équipages ayant subi des attaques dans des M60. Alors que les combats se déroulaient un temps encore au Liban, les ingénieurs israéliens, dirigés une fois de plus par Talik Tal, travaillaient déjà sur des améliorations pour le Merkava. En interrogeant les équipages qui revenaient en des combats, ils ont constaté que les retours sur le blindé étaient globalement positifs. Mais un point négatif, pour lequel il n'y avait pas de solution, était la difficulté à le manœuvrer dans les passages étroits des montagnes de la région. Le châssis ne pouvant être rétréci pour de nouvelles variantes. Un autre point observé sur les Merkava qui avaient été détruits est que la plupart avaient été touchés à l'arrière de la tourelle, entre cette pièce et le châssis. Ce point faible spécifique a été corrigé par l'installation de chaînes avec des boules en acier qui sont suspendues à cet endroit. Elles déclenchent l'explosion prématurée des munitions anti-chars, empêchant tout dégât interne. Même si cela peut sembler être une modification insignifiante, l'installation de ces chaînes a considérablement réduit la mortalité des chars touchés à cet endroit. Les canons de 105 mm étaient un arme très puissant et représentaient toujours un danger s'ils étaient tirés à une distance suffisamment proche. Des renforts ont aussi été ajoutés au blindage de la tourelle et du châssis. Les systèmes électroniques ont également été repensés et renforcés pour résister à l'impact des munitions ennemies sur le châssis. Il y a également eu l'ajout d'un télémètre laser au néodyme et de nouveaux systèmes de tir. Et le remplacement de la transmission qui a permis de doubler l'autonomie en combat, atteignant désormais 500 km. Le commandant a également reçu un petit mortier de 60 mm qu'il transportait à l'intérieur de la tourelle. Tous ces changements ont été réunis et ont abouti au Merkava Mark AR. Le Merkava IOCRU a également reçu des points d'appui sur la structure pour l'installation de matériel de génie afin de dégager les routes et les barrages.
Pendant les combats au Liban, les véhicules du génie mettaient tant trop de temps à arriver sur place, laissant les forces stationnées dans des zones bloquées, vulnérables aux attaques. Désormais, les équipements pour l'enlèvement des champs de mines et des débris étaient rapidement installés sur les Merkava, qui pouvaient ensuite poursuivre leur route. Des mitrailleuses de pipeau de 7,62 et 12,7 mm ont été installées sur le char pour renforcer la défense contre l'infanterie et les hélicoptères ennemis, et sont actionnées depuis l'intérieur du blindé. Quelques unités ont également reçu un lance-grenade automatique de 40 mm MK, 19 pour les opérations contre l'infanterie. La Mark II a débuté en 1983 et s'est poursuivie jusqu'en 1989. Le blindé a participé à des affrontements limités au Liban et a effectué davantage de missions de soutien à l'infanterie contre des groupes insurgés comme le Hezbollah. Le projet d'un nouveau successeur pour le Merkava II avait déjà commencé quelques semaines après la sortie des premiers exemplaires du nouveau modèle de l'usine. En observant la situation des forces blindées régionales en 1983, on pouvait remarquer un schéma de modernisation constante, utilisant des chars français, italiens, soviétiques et américains. Leur avancée en blindage et puissance de feu imposait une mise à jour du Merkava pour préserver sa supériorité sur le champ de bataille. Le premier point de mise à niveau serait la puissance de feu, avec le remplacement des anciens canons L-7 et M68, utilisés pendant si longtemps. Il a été envisagé de produire un canon américain sous licence, mais Thal a insisté pour que tout soit conçu et fabriqué 100% localement. La décision finale a été d'équiper le nouveau Merkava 3 d'un canon national de 123 mm, le mitrailleuse 251, mais cela a impliqué un sacrifice sur la quantité de munitions transportées. Les nouveaux projectiles seraient donc plus grands, réduisant l'espace intérieur disponible dans le char. Ces projectiles seraient transportés dans des compartiments avec des capsules remplies de matériaux retardateurs de feu, ce qui éviterait une détonation fatale en cas de pénétration, un phénomène qui s'est avéré courant lors des pénétrations du châssis survenues en 1982 au Liban. L'industrie israélienne de l'électronique de pointe commençait justement à prospérer à ce moment-là, avec des entreprises comme Elbit, Elhop, Rafael et Elsaint invitées à participer avec des ajouts au projet Mark III. Ces entreprises aideraient à la conception du Bakaresh, ou système de contrôle de tir moderne du Merkava III. La capacité de tirer avec une extrême précision en mouvement a été un atout pour les équipages du Merkava qui n'avaient désormais plus besoin d'arrêter le blindé pour tirer. Un système de détection de projectiles guidé utilisant des capteurs électromagnétiques offrait une couverture complète d'alerte en cas de tirs ennemis. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations sur son fonctionnement, car il est hautement confidentiel. Un autre changement significatif du Merkava 3 serait son nouveau blindage, qui aurait désormais des composants modulaires facilement remplaçables. La nouvelle version du blindé aurait un squelette interne fixe, avec une carapace externe dont les pièces seraient amovibles, afin que, à l'avenir, les améliorations technologiques permettent l'évolution du char de combat sans nécessiter de vastes réformes. De plus, les dommages subis au combat pourraient être rapidement réparés, passant des 48 heures nécessaires pour les réparations précédentes à seulement 6 heures avec la nouvelle configuration. Comme beaucoup d'informations sur le Merkava, la composition et l'efficacité réelle du blindage ne sont pas connues, car elles sont également gardées secrètes. Le Merkava Mk3 a également reçu une protection nucléaire, biologique, chimique contre les substances radioactives, chimiques et biologiques, étant donné l'utilisation de telles armes par des pays comme l'Irak dans les années 80 et 90. La motorisation a également été modifiée pour un ensemble Continental Air-Cooled V-Engine Diesel Supercharged 1799 AR de 1200 chevaux, ce qui permet aux blindés de participer à des combats avec plus d'agilité, de manière plus efficace que les versions 1 et 2. Le premier, Merkava 3, a été livré en 1989 à l'armée israélienne, lors du 41e anniversaire de l'indépendance du pays. Au total, 750 Merkava 3 ont été produits jusqu'en 2003, quand la construction du Merkava 4 a débuté. Le Merkava Mark IV serait la modernisation du Mark III
avec de nouveaux systèmes de gestion et de communication numérique pour le champ de bataille. De nouvelles chenilles plus résistantes et une amélioration du système de tir électronique qui pouvait désormais tirer une gamme de munitions plus moderne. Le Merkava 4 comporterait diverses modifications, mais sa dernière version, appelée MK 4M, a reçu un système innovant pour aider dans la guerre contre les insurgés. Développé par Rafael Advanced Defense Systems, le système Trophy de protection active offre une sorte de bouclier invisible contre les projectiles à basse vitesse tirés sur le char. Cela est rendu possible grâce à des capteurs installés sur le blindé, qui émettent des ondes électromagnétiques et détectent, en une fraction de seconde, les projectiles ennemis qui s'approchent. Les données telles que la vitesse et la trajectoire sont ensuite envoyées à un ordinateur et à de petits lanceurs de charges explosives, qui tirent un autre projectile contre celui qui s'approche, provoquant ainsi une détonation prématurée dans l'air et laissant le char indemne. Une variante du châssis du Mark IV est le véhicule de transport de troupes Namer. Avec le retrait de la tourelle du Merkava et la réorganisation de certains de ses composants internes, un tout nouveau véhicule de combat d'infanterie a été créé, bénéficiant de la protection du blindé d'origine. Désormais, dans les conflits urbains et les zones à forte densité, Israël pouvait transporter des unités d'infanterie pour soutenir les forces blindées. Une tâche essentielle et vitale pour l'emploi de tout type de véhicules en combat urbain. Le Merkava Mark 4M a commencé sa production en 2009 et il a été remplacé en 2023 par sa version la plus moderne, le MK4 Barak, qui signifie éclair. Le système Trophy du Barak a été grandement mis à jour avec l'ajout pour l'équipage d'un nouveau système de caméras externes qui offre une couverture à 360 degrés. Avec une vision nocturne en haute définition disponible, qui est intégrée à un système affichage tête haute projetant sur un viseur spécial pour le commandant, les images des environs du char sont assistées par l'intelligence artificielle. Ce système appelé Iron Vision étant également présent sur les chasseurs F-35. De nouveaux systèmes de liaison de données permettent également l'échange d'informations entre les forces alliées de manière sûre et efficace. Il est possible d'observer l'utilisation des nouvelles versions du Merkava dans des vidéos publiées l'année dernière lors des combats contre le Hamas sur le sol israélien et palestinien. Cependant, il est important de savoir que la fonction principale du blindé est d'attaquer des fortifications ou de combattre d'autres blindés. Son utilisation en guerre urbaine se limite à servir d'élément d'avancée ou de soutien rapproché avec l'infanterie, cette dernière étant la clé de sa survie. Cette maxime est confirmée quotidiennement dans la guerre en Ukraine. Les avancées des Russes en territoire urbain ukrainien ont souvent été repoussées lorsque seuls les blindés entraient sans le soutien de l'infanterie, car l'utilisation d'armes anti-chars portatives est devenue beaucoup plus courante et efficace de nos jours. La coordination entre l'acier et les bottes, comme sur le terrain, est difficile à entraîner et demande de la discipline. Des images qui ont circulé le jour de l'attaque du Hamas en 2023 montrent des combattants s'approchant d'un Merkava et tirant sur le blindé. Cela a entraîné un fort impact avec le véhicule qui a ensuite été capturé et détruit. Mais en observant attentivement, on voit que le canon du char est encore couvert, donc le véhicule n'était pas en mode de combat. Ainsi, le système Trophy, qui nécessite de l'énergie pour fonctionner, était probablement désactivé, ce qui montre que l'équipage a été pris au dépourvu. Alors que le conflit est encore en cours, on ne peut pas confirmer avec certitude l'efficacité du Merkava, ses performances restant longtemps sujettes à la guerre de l'information, ce qui retarde une analyse précise. Le Merkava, cependant, demeure un symbole de la résistance israélienne face à l'adversité. Construire un équipement militaire de pointe à partir de zéro, avec un complexe industriel qui en était encore à ses débuts, dans un contexte géopolitique défavorable pendant des décennies, c'est en soi un exploit incroyable. Dans l'un des rares cas où la nationalisation complète des composants d'un système était totalement favorable, les Israéliens ont utilisé toutes les connaissances acquises depuis leur fondation pour créer aujourd'hui l'un des chars de combat les plus efficaces et technologiques du monde, dans un pays qui doit toujours rester à jour pour survivre.
Pour Israël, sa puissance militaire n'est pas seulement une question de fierté et de persuasion, mais une question de vie ou de mort. En avril 2025, la salle de guerre va t'emmener dans un voyage inoubliable pour marquer les 80 ans du début de l'ère atomique. Suis les traces de Robert Oppenheimer dans le désert du Nouveau-Mexique. Visite le point de zéro du test Trinity et prépare-toi à voler à bord d'un bombardier B-29. Découvrez tout cela et plus encore pendant la mission Atome 2025 dans la salle de guerre. Accède au lien dans la description car les places sont limitées. Regarde maintenant une interview exclusive avec l'AS de la chasse nocturne de la Luftwaffe, le major Martin Drefs, récipiendaire des feuilles d'écran de chêne pour la Croix de Chevalier, après avoir atteint 52 victoires pendant la Seconde Guerre mondiale. Découvre sa carrière et sa vie personnelle à travers ses propres mots dans cette vidéo, disponible uniquement pour les membres premium de la salle de guerre. Deviens membre de la chaîne pour accéder au SDG Premium et amuse-toi bien. Alors, tu as aimé notre contenu ? Pour que la salle de guerre continue ses vidéos, pense à collaborer avec nous. Tu peux nous aider en envoyant un Pix ou en participant à notre campagne sur Apoyace. Là-bas, tu auras accès à notre groupe WhatsApp exclusif et ton nom sera affiché ici dans les vidéos. Le lien est juste ici dans la description. Eh bien, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la partager avec tes amis. Mets-nous aussi un pouce bleu et abonne-toi à la salle de guerre pour ne rien rater. Je m'arrête ici et te remercie encore pour ton audience. Et une grosse accolade de la salle de guerre